Madame, monsieur, bonjour. Depuis que le soleil brille plus au nord qu'au sud, c'est le monde à l'envers. Alors, voyons avec Evelyne Delia si ça continue. Eh bien oui, ça continue. Cet après-midi, avec de très belles éclaircies du centre aux frontières du nord. Du soleil aussi de la côte basque au golfe du Lion. Mais là, c'est avec des orages, un peu de neige dans les Pyrénées, tout comme dans les Alpes d'ailleurs. Quelques orages aussi dans le Massif central et puis ailleurs, parfois des averses. Un vrai cocktail. Les températures, elles continuent de grimper. Prévoyez jusqu'à 21 degrés à Marseille cet après-midi ainsi qu'à Ajaccio et Perpignan. 19 à Bourges et Paris, 18 à Nantes, Limoges et Biarritz, 16 à Langres. Un peu plus frais en Normandie avec seulement 14 degrés à Cherbourg. Avant d'évoquer la fête et les débordements qui ont marqué la victoire du PSG hier soir, offrons-nous un peu de sérénité au rythme paisible des coches d'eau sur le canal du Midi. La saison a déjà commencé et les marins d'eau douce sont nombreux. À la barre, Perrine Mislange et Marion Laradet. Hey, ça passe tranquille. L'épreuve à ne pas rater sur le canal du Midi, c'est le passage des écluses. De Toulouse à Marseillan, il y en a 63. Celle-là, elle est costaud. Le bateau de location mesure 13 mètres de long. Tout d'un coup, les vacances sont moins paisibles. C'est le courant qui le pousse, le bateau, donc on est obligé de le tenir. Ça fait lourd. Ça permet de se prendre pour un grand navigateur pendant 3 jours, alors qu'on traverse juste un petit canal. À bord, c'est Isabelle qui met l'ambiance. Ohé, capitaine, abandonné. Voilà. Moi, je m'occupe de la musique, je chante, je fais le café, c'est le top. Au port de Castelnaudary, c'est l'effervescence. Une vingtaine de salariés s'activent. Tous ces bateaux sont réservés. Le chef a le sourire. Je vous souhaite vraiment à tous une bonne croisière, profitez bien. Aujourd'hui, on a 8 bateaux qui partent et puis là, c'est les gros ponts du mois de mai, donc on a des départs tous les jours. Avant le départ, petit point technique pour ces Bretons. Quand la barre est bien au milieu, le bateau va aller tout droit. Ils vont naviguer 4 jours sur le canal du Midi. Une première pour Claude. Bon, on verra bien. La seule chose que j'avais fait, c'était passer mon permis dans le temps, mais je ne sais même plus comment sont les panneaux. Sur le chemin de halage, on profite du soleil pour une petite balade. Ses amis ont loué des vélos pour la journée. Dépaysement assuré. Nous qui sommes dans le tumulte de la vie lyonnaise, on a effectivement trouvé beaucoup plus de calme par chez vous. Le canal, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, laisse toujours un souvenir impérissable aux vacanciers. Une fois de plus, la fête a tourné court hier soir dans le quartier des Champs-Élysées à Paris. La victoire du PSG sur Arsenal 2-1 a fait exploser de joie les supporters, on le comprend. Leur club est en finale de la Ligue des Champions, mais dans l'excitation de la foule, 3 blessés, dont un grave et 47 interpellations. Jean-Pierre Ferré, Lise Cloy et Benjamin Ray. Des motos, des voitures calcinées, des engins de chantier encore fumants. Réveil difficile pour les habitants de plusieurs quartiers de Paris ce matin. C'est triste, c'est toujours les mêmes images et c'est une espèce de boucle perpétuelle. Toujours des scènes de dégradation, ça s'est cassé tout le temps. Quoi. Ce salon de coiffure près des Champs-Élysées a été pillé. Son propriétaire n'a pu que constater les dégâts. Le foot, c'est très bien, mais pourquoi est-ce que ça doit déclencher après autant de haine, autant de mauvaises actions, autant de destruction? Je ne comprends pas. Une nuit marquée par de nombreux débordements. Aux abords du Parc des Princes et à proximité des Champs-Élysées, où des milliers de supporters ont convergé dès la fin de la rencontre. Peu après minuit, une voiture fonce dans la foule. Nous avons décidé de ne pas diffuser l'intégralité de la vidéo. Au moins 3 blessés, un mineur a été hospitalisé. Son pronostic vital est engagé. C'est un mec qui a roulé sur 10 personnes et il en a blessé plusieurs. Le conducteur et son passager se sont enfuis. Leur voiture a été brûlée. Pourtant, la soirée avait parfaitement débuté. Plus de 47 000 supporters au Parc des Princes et beaucoup plus dans les bars de la capitale, comme ici dans le 6e arrondissement. Des supporters inquiets en début de rencontre qui exultent lorsque le PSG ouvre le score. Avant de prendre le large. Vainqueur de 1, le PSG se hisse en finale. Scène de liesse dans les vestiaires du Parc des Princes. Après tant de déceptions, j'ai l'impression que c'est enfin notre heure. On est tous derrière eux et ils vont gagner cette année. Allez Paris!
Une finale que Paris jouera le 31 mai face à l'Inter Milan, en espérant que cette fois, la soirée se déroule sans incident. L'affaire de l'enlèvement à Paris du père d'un entrepreneur en crypto-monnaie. Vous voyez d'ailleurs ici à l'écran la maison où il a été séquestré. Sachez que 5 suspects ont été mis en examen hier, âgés de 18 à 26 ans. Ils ont été placés en détention provisoire. Ils sont notamment poursuivis pour extorsion, enlèvement, séquestration avec torture et actes de barbarie commis en bande organisée. Tous étaient déjà connus de la justice. Toujours pas de pape. Après 3 tours de scrutin, c'est une fumée noire qui s'est échappée tout à l'heure de la cheminée de la chapelle Sixtine. Joséphine de Franqueville, Sophie Chevalreau et Frédéric Milliard sont évidemment sur place au Vatican et ils attendent. Sur la place Saint-Pierre, tous avaient les yeux, ou leur téléphone, rivés sur elle. Et à 11h51, la cheminée a craché une fumée d'un noir intense. On espérait qu'elle soit blanche, mais bon, on est excités d'être là, quoi qu'il arrive. Peut-être ce soir. Le pape François avait été élu le 2e jour, donc on y croit. On va revenir voir cet après-midi. Je dis que ça, il va être élu aujourd'hui, obligé. Vous le sentez? Ah oui, je suis sûr, moi, je suis sûr. Ouais. Oui. Il faudra en tout cas s'armer de patience et revenir cet après-midi. On n'a pas nos petites chaises pliantes pour y passer la journée, mais quand même, on va y passer quelques heures, c'est sûr. Ouais. Les vendeurs de souvenirs entament cette 2e journée de conclave avec la même impatience. Allez, c'est reparti pour une journée. Maria Angela en est à son 3e conclave. Ce sont les moments où elle réalise son meilleur chiffre d'affaires, alors il faut être très réactif. La dernière fois, on avait pris la toute première photo du pape François, quand il s'était présenté au balcon. Et on avait fait très vite des cartes postales. On espère qu'avec la première photo du nouveau pape, on pourra faire pareil. Nous sommes à 1 rue de la place Saint-Pierre, mais d'ici, les commerçants ne peuvent pas apercevoir la fumée. Ils suivent l'événement en direct à la télévision. J'espère que ce sera vite fait, mais bon, ils sont quand même 133 cardinaux. Ce n'est pas évident. Espérons que d'ici au week-end, ce soit fait. Lors des 2 derniers conclaves, le nouveau pape avait été élu dans l'après-midi du 2e jour. Si cela se passe de la même façon cette fois, ce sera cet après-midi. Qui sait ? Vous êtes nombreux à avoir pu prendre votre train ce matin. Le trafic est quasiment normal pour les TGV. De nombreux voyageurs, c'est vrai, avaient anticipé une éventuelle annulation. Et de son côté, la CGT Cheminot appelle à une nouvelle mobilisation. Ce sera les 4, 5 et 11 juin. Eva Eun, Sylvain Roland et Noël Ly. Nous sommes finalement loin du scénario noir que ces voyageurs redoutaient. Dans ce train entre Paris et l'ouest de la France, on n'imaginait pas que le long week-end allait si bien commencer. Je n'ai pas la sensation que ce soit différent, juste un peu moins de fréquentation à Lille. En tout cas, on a entendu des contrôleurs dire qu'il y avait un peu moins de monde. Il n'y avait pas grand monde à la gare, le train était à l'heure, donc pas de difficulté. Mais pour rentrer à Paris dimanche, des trains sont tout de même annulés. Il faut donc revoir les plans. Il a fallu trouver un plan B en urgence, donc on a loué un minibus, parce qu'on est plusieurs pour pouvoir rentrer, effectivement. À Paris hier, la gare de Lyon était loin des grandes affluences normalement habituelles à cette période. Quand nous consultons le site de la SNCF ce matin, dans tous les trains d'aujourd'hui pour Bordeaux, Marseille ou Rennes, des places sont encore disponibles. La grève aurait-elle freiné les réservations ? Il y a des trains qui étaient complets, qui se sont libérés, j'allais dire. On a vu en fait une vague d'annulation. Beaucoup de gens qui ont préféré reporter, voire annuler les transports qu'ils avaient prévus pour ce week-end-là. Et certains ont complètement abandonné l'idée de prendre le train. Ce loueur de voitures nous confie avoir reçu 14 nouvelles réservations en 1 heure hier, du jamais vu. Record aussi pour le covoiturage. 80 000 trajets proposés en plus hier pour un des géants du secteur. Des passagers de train qui à la place vont prendre leur voiture et vont publier des trajets en covoiturage. Et donc à la fin, ça fait plus de gens qui covoiturent entre eux. Dans cette gare routière tôt ce matin, ces militaires ne voulaient surtout pas rater les cérémonies du 8 mai. Ils ont donc passé leur nuit dans le car. On n'a pas réservé du tout de billets de train, on s'est pris directement, on a pris le bus directement. C'est plus sûr ? Plus sûr. Nous, on a toujours des plans A et plans B, nous, militaires. C'est toujours comme ça.
Pour sauver le week-end, la SNCF a remplacé les contrôleurs grévistes par certains de ses cadres. Mais les syndicats n'ont pas dit leur dernier mot. Le bras de fer continue. La CGT cheminot appelle à nouveau à la grève début juin. Journée de commémoration dans toute la France à l'occasion de ce 8 mai. Il marque, vous savez, les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe et la victoire sur l'Allemagne nazie. Par exemple, ici à l'image, vous voyez des parachutistes pour la paix. Ils ont sauté d'un hélicoptère ce matin au-dessus du mont Saint-Michel. Ailleurs en Moselle, des passionnés en uniforme d'époque sont allés, eux, de village en village à bord de véhicules militaires. Ils voulaient retracer la route empruntée par les Américains venus libérer la France. Et l'émotion était au rendez-vous, vous allez le voir. À leur côté, Samuel Gardon et Christophe Annès. Dans leur voiture militaire, ornée des drapeaux français et américains, ils partent à la rencontre des habitants. C'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est bien de faire ça, c'est bien de rappeler aux jeunes de ce que c'était la guerre de 45. Car c'est l'objectif de ces passionnés, porter les histoires qui ont marqué ces campagnes il y a plus de 80 ans. Ici, avec des Allemands, quand ils sont passés par Arnaville, ils sont montés sur Harry. Harry, un petit village d'à peine 600 habitants, détruit à plus de 80% lors de la percée des Alliés vers Metz. C'est le premier arrêt fort en émotion. C'est le souvenir des anciens qui ont participé à tout ça, qui ont donné leur vie. On ne peut pas oublier. Beaucoup ici ont été marqués par des histoires familiales douloureuses. J'ai mon oncle qui a été déporté et qui est mort dans les camps. Alors vous savez, rien que ça déjà. Mais aussi héroïque. Mon grand-père, il était résistant pendant la guerre. Il faisait passer les Juifs dans le chariot là en bois en France pour les aider à s'échapper, quoi. Rendre hommage aussi de manière officielle. Un moment solennel qui permet aux familles du village de parler mémoire avec les plus petits. Sans la libération, sans tout ça, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est un minimum faire connaître aux enfants ce qui s'est passé et être redevable de tout ça en fait. L'image du coup du camion, on va leur dire « Ah, c'est quand ils nous ont sauvés ». Et c'est ça qui est intéressant. Se souvenir qu'à quelques kilomètres, plus de 900 soldats américains ont donné leur vie dans une bataille sanglante, tristement surnommée l'Omaha Beach Lorrain. Et pour vivre vous aussi en direct ces commémorations, rendez-vous cet après-midi à partir de 16h45 sur TF1. Ce sera une édition spéciale présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot avec leurs invités et bien sûr tous nos envoyés spéciaux sur le terrain. Les eaux de Perrier qui appartiennent à Nestlé pourront-elles continuer à utiliser l'appellation eau minérale naturelle? La préfecture du Gard a mis en demeure le groupe de retirer dans un délai de 2 mois son système de microfiltration utilisé pour garantir une eau parfaitement saine. Le consommateur n'a donc aucune crainte à avoir, mais cette précaution interdit la qualification d'eau minérale naturelle, justement. Et l'entreprise devra donc se mettre en conformité. Les explications d'Olga Lévesque, avec sur place à la source de Vergès, Lisa Ducazo et Manon Scarzello. À Vergès, dans le Gard, Perrier, l'emblématique employeur de la ville, est dans la tourmente. Épinglé pour ses méthodes de filtration. L'entreprise emploie 1000 personnes dans la région. Aucun salarié ne peut nous parler. Tous ont signé une clause de confidentialité. Les habitants du village, eux, s'interrogent. Je ne sais pas ce que va devenir Perrier. Enfin, j'espère que ça va continuer parce que c'est ce qui fait vivre un petit peu le village, quoi. Tout le monde se pose beaucoup de questions, surtout les gens qui y travaillent. À la source de leur inquiétude, 3 mots sur les bouteilles de la marque. Eau minérale naturelle. Une appellation très encadrée. Pour pouvoir l'utiliser, l'eau ne doit pas être filtrée, mais l'enquête menée par la préfecture du Gard démontre que l'usine utilise bel et bien ce procédé. Une fois captée, l'eau est filtrée par du charbon actif ou des ultraviolets. La marque d'eau pétillante a 2 mois pour arrêter ce procédé, sans quoi Perrier pourrait perdre son appellation d'eau minérale naturelle. Impensable d'en arriver là, réagit le groupe. Nous allons nous attacher à nous conformer aux demandes des autorités et espérons trouver des solutions adaptées. L'eau n'en est pas moins bonne pour la santé. Le préfet du Gard
se veut même rassurant. Les bouteilles Perrier commercialisées jusqu'à ce jour ne présentent aucun risque sanitaire pour les consommateurs. L'ONG Foodwatch a porté plainte pour fraude sur l'étiquetage, au détriment des consommateurs. C'est-à-dire que ces eaux ont été filtrées pour continuer d'être écoulées comme si de rien n'était, mais c'est plus l'eau à la pureté originelle qu'on nous vend depuis toutes ces années. Une pureté utilisée pour justifier un prix plus élevé. Regardez cette bouteille d'eau gazeuse sans appellation. Elle est vendue 22 centimes le litre. La bouteille Perrier, elle, coûte 68 centimes le litre, 2 fois plus cher. Sans appellation, les consommateurs continueront-ils d'acheter la bouteille verte ? Je regarderai les prix et effectivement, je serais peut-être tentée par prendre le moins cher. 2 autres marques du groupe, Epar et Contrex, ont aussi été épinglées pour les mêmes raisons mi-avril. Nestlé assure avoir trouvé une solution et attend une validation des autorités. Et si nos poules pondeuses pouvaient augmenter la cadence ? Nous consommons de plus en plus d'œufs, ce qui est bon pour la santé, et puis surtout moins cher que la viande. Mais la production, elle, ne suit pas à cause des poules. Voyons pourquoi en Bretagne avec Erwin Blonz et Axel Triou. Bio, en plein air ou local, les œufs ont la cote dans les supermarchés. Le matin 2, le soir 2. Pas loin de 1 par jour, hein. Que ce soit en œuf dur, en omelette, dans les gâteaux, c'est pas très cher. Moins de 2,50 € les 6 en moyenne. Imbattable pour un produit protéiné. Entre 2014 et aujourd'hui, nous en mangeons environ 30 de plus par Français et par an. Ça vous paraît peu ? Cela représente pourtant près de 2 milliards d'œufs supplémentaires. On peut plus se permettre d'acheter trop de viande et tout ça comme c'est trop cher. Du coup, c'est pour ça en fait on achète plus d'œufs. Et aussi parce que c'est une volonté de manger moins de viande. Ici, dans ce rayon, ils sont tous originaires d'élevages français. Pourtant, nos producteurs peinent à suivre cette demande. La production nationale a baissé de 0,4% l'an dernier. Certains éleveurs de poules pondeuses tentent de suivre la consommation, comme ici, dans les Côtes-d'Armor. 24 000 poules dans ce poulailler. C'est un poulailler qui a été refait l'an dernier, qui a nécessité un investissement de 800 000 € pour répondre à la demande croissante en œufs. Le problème réside d'abord dans les aléas sanitaires qui amènent parfois à abattre toutes les volailles. Et cela handicape la filière française. On avait eu il y a 2 ans un coup de moins bien avec la grippe aviaire. Là, on a remonté notre production. On travaille avec du vivant. On ne peut pas augmenter la production comme ça. En Bretagne, principal bassin de production, ce site de conditionnement ne tourne pas en rond. 1 million d'euros d'investissement pour mettre en boîte 8% de supplémentaires par an. On a une capacité de production à l'heure d'environ 100-120 000 œufs à l'heure. Une quinzaine de personnes recrutées, 2 équipes au lieu d'une, production 15 heures par jour. C'est physique. Oui, c'est très physique même. Mais il faudrait produire encore plus, 300 millions d'œufs supplémentaires chaque année. Les consommateurs se soucient aussi de la qualité et de l'origine, et cela oblige les élevages à repenser leur fonctionnement. On est dans une situation de transition aussi, où il y a des bâtiments, cages qui se transforment en sol. Ce qui fait que par moment, il y a un peu moins d'œufs sur le marché, ce qui crée un peu des tensions. Des tensions dans les rayons de supermarchés qui restent éphémères. Il n'empêche, les producteurs français ne souhaitent pas voir les pays étrangers profiter de cette embellie. Ce bâtiment accueillera bientôt des poules pondeuses. La filière souhaite construire 300 poulaillers comme celui-ci d'ici 2030. Il faut qu'un pays reste souverain dans son alimentation. Le citoyen français veut manger des œufs. Il faut qu'on soit capable d'en produire plus. Il faudrait pour cela optimiser les charges administratives. 2 ans en moyenne entre le dépôt de permis de construire et le début d'activité, du temps perdu, si la consommation d'œufs continue sa rapide ascension. Ils sont souvent énormes, impressionnants, vous allez pouvoir le constater. Les silures colonisent nos cours d'eau à tel point qu'ils menacent la survie des autres espèces. On les surnomme d'ailleurs la poubelle des rivières. C'est dire, il est important de pouvoir réguler leur présence aujourd'hui. À Prigonrieux, en Dordogne, Sarah Francesconi et Christophe Deveau. Premier piège relevé et déjà une première prise. Avec ses moustaches, impossible de s'y méprendre. Donc là, on a affaire à un silure. Bon, là, c'est vraiment une taille modeste. Quelques minutes plus tard, c'est effectivement un tout autre gabarit qui sort de l'eau. On commence à tenir doucement. Cet équipage pratique la pêche scientifique. Chaque jour, 180 pièges à silure sont relevés pour tenter de recenser la population. Celui-ci fait partie des plus gros remontés à bord. On va faire 80, 90.
Cette année, le plus gros poisson qui était pêché, c'est un poisson qui faisait 2,56 m. Donc on estime qu'il dépasse les 100 kg. Depuis un mois, 1100 silures ont été pêchées dans la Dordogne. Il est très fascinant. On est pratiquement admiratif devant ce poisson. Parce que 1100 poissons, il n'y a aucune autre espèce dans la rivière où vous pouvez attraper autant de poissons. C'est incroyable. Et c'est exactement ce qui plaît à de nombreux passionnés de pêche. Sur les réseaux sociaux, des milliers de photos circulent. Les pêcheurs posant fièrement à côté de leur prise. 2,38 à la mesure, mais regardez comment il est gras. Originaire du Danube, ce poisson a été introduit dans les rivières françaises dans les années 1980 pour la pêche récréative. Il prolifère désormais dans toutes les rivières. Comme ici dans la Seine, un spécimen de 2 mètres est remonté, filmé par l'acteur Jamel Debbouze. Incroyable. Les silures sont devenus des prédateurs qui menacent l'équilibre des rivières. C'est le saumon, les aloses, les lamproies, essentiellement les anguilles. Quand on a ces poissons-là, on a des rivières en bon état. Et ces dernières années, ces 2 dernières décennies, il y a le silure qui est arrivé dans cette rivière et qui exerce une prédation supplémentaire sur ces poissons. Une fois pêchés, les plus petits peuvent être consommés, mais la plupart seront éliminés. Il y a très longtemps quand même maintenant qu'ils sont là dans la rivière. Et comme ils sont en bout de chaîne, ils ont accumulé dans leur graisse effectivement tous ces éléments. On parle de mercure, c'est vrai que c'est un peu la poubelle de la rivière. Les silures ne s'attaquent pas aux humains. Aucune inquiétude pour vos baignades en rivière. Pas très sympa quand même. Je vous parlais tout à l'heure des commémorations du 8 mai 45. Pour l'occasion, on va partir maintenant en Isère, découvrir la plus grande collection en Europe de véhicules militaires américains. Ils ont d'ailleurs servi à libérer la France. Et une partie des 500 modèles récupérés est en vente aujourd'hui aux enchères. Ça durera jusqu'à dimanche. Dès ce matin, certains collectionneurs avaient traversé la France pour venir les observer. À la Saône, Gaël Charnet et Quincy Russell. C'est un impressionnant cimetière où depuis 80 ans reposent 500 épaves. Et derrière la rouille, un pan de l'histoire. Ces Dodge, ces Jeeps ont servi à libérer la France. C'est avec ces véhicules-là que l'Amérique a pu transporter toute sa logistique et être aussi efficiente pendant qu'en face, les Allemands dépendaient des trains. Une incroyable collection amassée par le père de Jacques, mécanicien, et sur laquelle il a veillé. Moi, je suis né là-dedans, alors pour moi, c'est presque naturel, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais à l'aube de la retraite, il s'est résolu à s'en séparer. C'est 40 ans de travail de mon père, 40 ans de mon travail. C'est une époque qui se termine, mais j'ai 60 ans, il faut être raisonnable. Et le début d'une autre, pour les collectionneurs venus de toute la France. Roland a fait 500 km. J'ai le cœur qui bat, oui, et le porte-monnaie est serré. Pendant 4 jours, ils vont tenter d'acheter aux enchères ces trésors de rouille. Encore les marquages d'origine, c'est incroyable. Un véhicule qui a 83 ans. Mise à prix 1 000 € la voiture. Quand ils font les portes ouvertes comme ça, il faut sauter sur l'occasion. Qui pourrait bientôt ressembler à ça. Enfin, Corinne a mis 7 ans. C'est beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. De l'argent aussi, bien sûr. Mais bon, quand on est passionné, on ne compte pas. Aïe! De quoi se prendre pour un GI, sans l'accent américain, dans une Dodge de 1943, de nouveau fringante. Les gens adorent. On a beaucoup de signes des gens sur la route. Donc un GI de passion, quoi, pour justement redonner le souvenir de ceux qui sont morts, quoi, pour nous. Et à travers eux, leur voiture mythique. On pourrait le surnommer le village des secrets. Èze, dans les Alpes-Maritimes, est l'une des plus belles communes perchées de France. Reste à savoir pourquoi des fenêtres sont peintes sur les murs, pourquoi les escaliers sont si longs et parfois si larges. Alors laissons-nous surprendre par Sonia Boujama et Christine Guérard. Perché sur un éperon rocheux, entre mer et montagne, le village d'Èze est un joyau de la Côte d'Azur. Très prisé des touristes, il regorge de secrets. Parfois, il suffit de lever les yeux. Derrière vous, il y a une fenêtre plutôt atypique et dessinée. Vous savez pourquoi c'est dessiné? Un trompe-l'œil. Oui, un trompe-l'œil, c'est pour faire rappeler la tendance, mais même c'est ça sur toute la Côte d'Azur, du coup. Plus qu'un effet de style, ces fenêtres sont le témoignage de l'ingéniosité des habitants d'autrefois pour payer moins d'impôts.
Car à l'époque, les propriétaires étaient sommés de payer des impôts proportionnels au nombre de fenêtres, selon une logique imparable. Plus il y avait de fenêtres, plus le logement était grand et les propriétaires riches. En fait, les fenêtres, elles sont de l'autre côté, vues sur mer, donc la maison est éclairée. C'est pas forcément la peine d'ouvrir sur la rue, qui est beaucoup plus sombre. Mais on met des fenêtres quand même, pour donner un peu plus de richesse, pour apparaître un peu plus. Mais là, on ne paye pas d'impôt là-dessus. Pour découvrir le village, il faut nécessairement emprunter ces ruelles étroites et sinueuses en pente. Ici, les marches sont très larges. Elles ont été construites à l'époque médiévale pour permettre le transport de marchandises à dos d'âne. Avant, c'était comme ça, pour monter des bagages, des valises et tout ça. Pour se frayer un chemin, il faut souvent s'armer de patience. Aujourd'hui, cette brouette à chenilles a remplacé les équidés. Allez, venez, je vous emmène dans un petit coin tranquille du jardin aussi. À 430 mètres d'altitude se dévoile un autre secret. Avec une vue à couper le souffle, le jardin exotique d'Èze attire des visiteurs du monde entier. Stéphane, le maître des lieux, nous montre son coin caché. On a aménagé des petits coins subtropicales avec des cascades, avec des stalactites où il y a un petit peu d'eau comme ça. Mais comme c'est en retrait dans la partie nord, c'est vrai qu'il y a quasiment personne et ça fait des coins un peu romantiques, je trouve. Moi, avec un petit banc, on peut se poser là, lire un livre, être tranquille et c'est encore les coins un peu préservés du jardin exotique. Pour préserver ce bout de paradis, il est recommandé de réserver un créneau pour visiter en toute quiétude. Èze vous livrera sans doute d'autres secrets. Et c'est l'heure du 13h à vos côtés. Bonjour Annie Bazard. Bonjour Jacques. Dernier pour nous deux. Alors aujourd'hui, c'est Cécile de Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, qui vous interpelle. Bonjour, le 9 mars dernier, j'ai eu un accident de voiture sur une 2x2 voies avec un animal errant signalé au service de la route 5 minutes plus tôt. Je souhaiterais savoir, suis-je responsable de cet accident et puis-je être dédommagé? Merci. Bon, heurter un animal en voiture, ça arrive assez rarement, mais il est vrai que ça peut arriver. Oui, alors il y a tout juste 2 mois, Cécile a percuté un chien errant. On ne sait pas s'il avait un maître. Elle n'a pas été blessée, mais son pare-choc avant a été endommagé. Sa voiture a subi une expertise et les dégâts sont tels qu'elle n'a plus le droit de rouler avec. Alors pour la remettre en état, Cécile en a pour plus de 1 500 € de réparation. Il faut le savoir, ce type d'accident arrive plus souvent qu'on ne le croit. 40 000 par an, c'est un peu plus de 100 par jour. Et c'est surtout la nuit d'ailleurs. Alors concrètement, si un tel accident se produit, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il faut réagir vite, très vite. Jacques, vous avez 5 jours ouvrés après l'accident pour remplir un constat amiable et l'envoyer à votre assureur. Si vous percutez un chien errant ou un animal sauvage, comme un sanglier par exemple, eh bien sachez que vous pouvez toujours le rédiger tout seul. Et pour appuyer votre déclaration, n'oubliez pas de prendre des photos, des vidéos ou de rassembler d'éventuels témoignages et surtout, faites appel à la police ou à la gendarmerie pour bien faire constater la réalité de l'accident. Qui est responsable quand on percute un animal? C'est pas l'animal? Alors non, si c'est un animal domestique, un chien, un chat, la loi est claire, article 1243 du Code civil, le responsable, c'est toujours le propriétaire de l'animal, et ce même s'il n'est plus sous sa surveillance, autrement dit à plus de 100 mètres de son propriétaire. C'est donc lui qui prendra en charge avec son assurance les réparations des dégâts matériels. Et alors, si on ne retrouve pas le propriétaire ou qu'il s'agit d'un animal sauvage comme un sanglier, il y en a de plus en plus, qui prend en charge les frais de réparation? Alors, 2 cas de figure, soit vous êtes assuré au tiers et vos dégâts matériels ne seront pas pris en charge, soit vous avez ce qu'on appelle une garantie dommages tous accidents. Et dans ce cas-là, vous êtes couvert quelle que soit la faute commise. Alors attention, il a souvent une franchise, on sait, à payer. Son montant est indiqué dans votre contrat. Celle de Cécile, par exemple, est de 506 € précisément. Ah oui, alors si en plus on est blessé dans l'accident? Alors là encore, lisez bien votre contrat. Si vous avez la garantie du conducteur responsable, ce qui est souvent le cas, eh bien vous serez couvert sur tous les frais de santé que l'assurance maladie ne prend pas en charge. C'est essentiel de le signaler quand les dommages corporels notamment sont importants. En revanche, si vous n'avez pas cette garantie, c'est rare, mais ça arrive. France Assureur vous conseille de solliciter le FGAO. C'est le fonds de garantie des assurances obligatoires, l'émotion. Bon, alors, si en plus
je m'offre un malus, que se passe-t-il? Alors, pas d'inquiétude, a priori, pas de malus, parce qu'on considère qu'un animal qui s'introduit sur la chaussée, c'est un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. C'est la définition juridique du cas de force majeure. Mais attention, il peut y avoir des exceptions si l'accident se produit en particulier dans une zone où la présence d'animaux est signalée par des panneaux. L'assureur peut considérer que ce risque était prévisible et dans ce cas-là, vous n'échapperez pas au malus. Merci beaucoup, Annie. Merci beaucoup, Jacques. Et gros bisous. Alors, laissez-moi vous présenter maintenant Merlin. Il a 15 ans. Quand il n'est pas au lycée, simplement, il plane dans les nuages. C'est sa passion. Piloter un planeur, seul aux commandes. Guillaume Frixon, Lucie Glaçon et Brieux Le Turmy sont allés à sa rencontre dans le Puy-de-Dôme. En regardant le ciel auvergnat, vous apercevrez peut-être ce planeur. Il y a beaucoup de légèreté, beaucoup de liberté surtout. Il glisse entre les nuages, sans un bruit, mais avec Merlin aux commandes. 15 ans à peine, pour un adolescent qui a déjà choisi de réaliser ses rêves d'enfant. Un monde que d'en bas on ne voit pas du tout, c'est une beauté absolue. Alors depuis 2 ans, ce lycéen pas vraiment comme les autres commence tous ses mercredis après-midi de la même façon. Dans une salle, non pas de classe, mais de l'aérodrome. Le vent est nord, nord-est. La visibilité est supérieure à 10 km. Voilà, donc tu vérifies bien ton parachute avant, première chose. Et avant chaque vol d'entraînement, c'est le même rituel. Alors il y a bien un sens, tu fais attention. Rappel des consignes de sécurité et des règles de conduite. On lui apprend à faire une ligne droite, des virages, comment se poser. Je peux m'installer? Tu peux t'installer. Est-ce qu'il y a une petite appréhension? Toujours au début d'avant, il y a toujours une petite appréhension. Le risque zéro n'existe jamais. Ici, comme Merlin, ils sont 25 apprentis pilotes. Appuie-toi sur tes bras. Âgés de moins de 25 ans. Tous sont encadrés de très près par des instructeurs aguerris. Si je te demande d'évacuer, tu tireras sur cette poignée et l'autre qui est ici, vers l'arrière. Pour Merlin, cette passion pas vraiment ordinaire n'est pas tombée du ciel. Papa hôtel de Alpha Tango pour essai radio. Ce fils d'hôtesse de l'air a toujours eu depuis tout petit une admiration sans limite pour les films d'aviation. Je me suis juste dit, c'était quoi ces machines qui volent dans le ciel et des oiseaux? Je me suis posé la question et ça m'a tout de suite plu, ces machines, et je voulais en piloter. Une fois bien installé, le binôme est aussitôt tracté dans les airs par un avion motorisé avant d'être lâché dans le ciel, sans le moindre moteur. Merlin se retrouve aux commandes d'un planeur de 800 kg, aux ailes de 10 mètres de longueur, porté uniquement par les vents. C'est une sorte de liberté. C'est calme. C'est calme, c'est détendu. Parce que dans l'atmosphère, l'air chaud monte naturellement. C'est justement ce que vont rechercher tous les pilotes de planeurs pour gagner en altitude. L'air, c'est un fluide, comme l'eau, et il suffit de se faire porter sur ce fluide. On surfe? On surfe. Une vingtaine de minutes de vol portés par les vents, avec une vitesse qui peut atteindre parfois les 200 km/h. Mais pour l'instant, l'élève devra tout de même encore patienter avant d'espérer un jour dépasser le mètre. Il a encore des petits défauts. Quand il tourne, il n'assure pas encore sa sécurité, il ne tourne pas suffisamment la tête. Mais bon, ça va venir. C'est une école de patience. De la patience pour que dans quelques années peut-être, Merlin puisse réaliser un autre rêve, évidemment dans le ciel, en devenant pilote de ligne. Et on lui souhaite. Si vous avez la chance d'être allé visiter le jardin de Giverny, qui a tant inspiré le peintre Claude Monet, vous comprendrez pourquoi nous sommes allés chez André. Lui aussi est peintre, son jardin est ouvert aux visiteurs qui viennent découvrir plus de 12 000 fleurs. Reportage signé Sébastien Ambert et Charlie Zerman à Saint-Paul dans l'Oise. C'est un jardin caché, mystérieux. Nous sommes chez André. Cet après-midi-là, il croque sur le papier l'ambiance de ce paradis d'eau et de verdure. André est peintre. Et depuis 25 ans, il ouvre son jardin au public, quelques mois dans l'année.
Chacun a alors le sentiment d'être privilégié. J'étais jamais venue. Et là, vraiment, quand je suis rentrée, j'étais estomaquée. J'allais vous parler de Giverny. On connaît Giverny et on a beaucoup aimé Giverny. C'est aussi magnifique. C'est vrai que le jardin a des airs de Giverny, celui de l'immense peintre Claude Monet en Normandie. Les étangs, les nénuphars, mais le pont ici est Picard. André y tient. L'artiste a dessiné son jardin. Avant ici, c'était un terrain vague. J'ai créé ces bassins-là avec l'orientation est-ouest pour tous mes reflets de lumière le matin, le soir. Et c'est ça qui est intéressant dans les couleurs, quoi, pour avoir de la couleur. Et cette année, la tulipe est en majesté. 12 000 fleurs tapissent le jardin et frissonnent au courant d'air tiède du printemps. Ce couple venu des Pays-Bas est en pamoison devant tant de beauté. Magnifique, magnifique. J'ai vu des tulipes que je n'ai vues pas en Hollande. Des flamingos, comprenez, des flamants roses, des tulipes très rares en effet. Marie-Thérèse, l'épouse d'André, entretient le jardin tous les jours. Ça me fait plaisir de faire quelque chose de beau. Et lorsqu'ils rentrent à l'intérieur de leur maison, le jardin est toujours là, cette fois-ci sur les toiles d'André. Le peintre jardinier vend ses tableaux dans le monde entier. Une façon pour lui de faire découvrir son jardin exceptionnel au plus grand nombre. Bordeaux n'est pas Paris et je pense que les Bordelais en sont ravis. Pourtant, de nombreuses scènes de films censées se déroulées dans la capitale sont en réalité tournées dans la métropole girondine qui attire de plus en plus les producteurs. Et pourquoi? Parce que les retombées économiques aussi sont importantes. Sarah Francesconi, Christophe Brousseau et Christophe Deveau. Une architecture haussmannienne, des places majestueuses et même un fleuve qui sépare la ville en deux. Avez-vous l'œil? Nous ne sommes pas ici à Paris, mais à Bordeaux. Le trompe-l'œil est facile, et c'est bien ce que sont venus chercher ces équipes de production. Coupé. Des décors qui coûtent ici jusqu'à 3 fois moins cher que dans la capitale. À Paris, parfois, on se voit refuser des autorisations dans des quartiers. On a vraiment tout intérêt en fait, à venir en région. Dans cette âme de Petit Paris, les équipes tournent principalement en décor naturel, sans recours au studio. Mettez votre caméra n'importe où à Bordeaux, c'est beau. Grosso modo, on a un décor qui est tout de suite qui parle, c'est majestueux, il y a de la belle pierre. C'est ça aussi qu'on vient chercher. Alors silence. Action. Pour la série Le Daron, ce producteur a eu un coup de cœur pour l'université de médecine. Coupé. C'est coupé. Allez, si tu veux. On est sorti de là, on a dit c'est bon, on a trouvé notre lieu. On essaye en fait de concentrer dans un même lieu toutes les histoires et sous-histoires qui vont se dérouler. Stratégique, car les sommes engagées sont colossales. Pour 2 mois de tournage, ce sont 3,5 millions d'euros dépensés sur la ville de Bordeaux. Pour attirer ces productions, le département multiplie les subventions. On demande que cette aide soit en totalité dépensée sur le territoire girondin. Au niveau des retombées économiques, pour 1 euro investi par le département de la Gironde, nous sommes à 18 euros de retombées économiques sur le territoire. Méfiez-vous des apparences. Malgré l'uniforme, Anthony ne pourra jamais vous verbaliser pour excès de vitesse. C'est lui qui loue et conduit les véhicules sur les tournages de films policiers. C'est très drôle de faire ça. En fait, on garde la tenue, les scènes où il y a besoin, c'est principalement de la figuration. Un quart des véhicules part comme celui-ci, sur les tournages bordelais. Les gens doivent comprendre en fait qu'on est des faux véhicules et pas les vrais gendarmes. On peut les acheter sur le bon coin. J'ai une boîte spécialisée qui va me les sérigraphier pour qu'elles ressemblent exactement à une vraie. En Gironde, ces tournages sont une vitrine touristique. 19 ans après la sortie du premier film camping, les curieux sont toujours aussi nombreux à espérer croiser Patrick Chirac dans les allées. C'est des milliers par saison. Alors là, dès qu'il passe le film, le lendemain, le téléphone il sonne toute la journée. Donc on sait qu'il faut mettre 3 personnes derrière le téléphone parce qu'on va faire que ça toute la journée. Entre ces paysages océaniques et ces décors urbains, la Gironde cumule 409 jours de tournage en 2024. C'est 30% de plus que l'année précédente. Hollywood n'a qu'à bien se tenir.
Et puisque le jeudi, nous passons à table, c'est aujourd'hui l'occasion de mettre à l'honneur une préparation qui d'ailleurs se déguste aussi bien sucrée que salée. Je veux parler des crêpes. Elles ne sont pas seulement bretonnes, mais aussi alsaciennes. Et c'est ce que nous allons découvrir avec Elisa Vaudelet, Kélian Yousfi et Eric Schins. 1, 2, et on y va. Plutôt surprenant, des crêpes dans une cocotte en fonte. Il s'agit d'Eierkuchen, une recette typiquement alsacienne. Le secret pour cette pâte gonflée, ce sont les ingrédients. De la farine, du lait, mais surtout beaucoup d'œufs. Pour concocter ce plat, Nicolas, un Alsacien passionné par les recettes locales. Salut Oscar. Aujourd'hui, il partage avec Oscar, son fils de 5 ans, sa recette d'Eierkuchen. Traduisez, Eier les œufs, Kuchen le gâteau. Donc, qui sont des œufs de poule élevés en plein air. Dans la tradition chrétienne, ces crêpes étaient consommées nature, le vendredi, jour sans viande. Mais rien ne vous empêche de les accompagner de jambon blanc ou de tomes d'Alsace, ou de les sucrer avec cette confiture de myrtille. Il est temps de passer en cuisine, et pas n'importe laquelle. On est dans le même endroit où ma grand-mère avait sa cuisine. Et la recette n'a pas changé depuis. C'est là que l'on découvre que la crêpe alsacienne n'a rien à voir avec les crêpes bretonnes. Il y a beaucoup plus d'œufs que les crêpes traditionnelles, on va dire. Je peux aller jusqu'à 12 œufs dans ma recette sans aucun problème parce que j'ai envie de sentir cet œuf présent dans la recette. On y va ? Aujourd'hui, seulement 6 œufs, cassés d'une main de maître par Oscar. Et voilà. Ajoutez 150 g de farine, 25 centilitres de lait. Mélangez le tout avant de laisser reposer 15 à 30 minutes. Place à la cuisson avec du beurre. En Alsace, on adore le beurre. Et un filet d'huile dans une cocotte en fonte. Parfait, super, un chef. Laissez cuire 2 minutes de chaque côté, le temps pour la pâte de gonfler. Une salée, une sucrée, 2 crêpes suffiront par personne, sauf pour les plus gourmands. Oh, elle est belle celle-là. Hop, 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 hop. Dans notre famille, on mangeait autant des Eierkuchen en salé qu'en sucré. On les fait généralement le soir plutôt que le matin et on en fait en masse pour en avoir le lendemain matin. Une recette du terroir qui, grâce à Oscar, peut désormais franchir la ligne bleue des Vosges et séduire la France. Oh. Notre opération Votre plus beau marché continue. Aujourd'hui, on vous en présente 2 sur les 24 en compétition. Alors, en premier, les Halles Saint-Dizier pour la Champagne-Ardenne. Elles ont été inaugurées en 2023. Elles se distinguent par leur architecture moderne, en pierre de taille et en bois, ainsi que par les arcs vitrés et transparents qui laissent passer la lumière du jour. Et puis en deuxième, le marché d'Ajaccio pour la Corse, évidemment. C'est sa 3e participation. Il est ouvert tous les jours en haute saison. Il offre le meilleur des produits locaux de la région, comme la célèbre charcuterie corse ou encore le brooch. Et pour voter, il y a le QR code qui apparaît à l'écran, ainsi que le site votreplusbeaumarché.fr. La bourse de Paris en hausse alors qu'il est plus 1,08%, 7709 points. Ce soir, à 20h, le journal de Gilles Boulot, à suivre la météo d'Evelyne Delia, puis votre feuilleton Plus belle la vie, encore plus belle. Je vous souhaite un très bon après-midi, je vous dis à demain.